Seka était sortie de chez elle 2 jours plus tôt. Elle était allée assister une amie à elle qui avait perdu son mari. Après l'enterrement, Seka était retournée rapidement à la capitale. On était au mois de décembre et elle avait hâte de pouvoir se concentrer à préparer les fêtes de fin d'année de ses 2 enfants. En tant que mère monoparentale qui devait travailler dur pour élever ses enfants, Seka savait que les fêtes de fin d'année étaient les seuls événements qui lui permettaient de véritablement partager du bon temps avec ses enfants. Une fois descendu du car qui l'avait transporté jusqu'à la capitale, Seka avait pris place à l'arrière du premier taxi qui s'était présenté à elle. Le taxi transportait déjà un monsieur à l'arrière. Celui-ci avait offert un chaleureux sourire à Seka lorsqu'elle était montée à bord. Après avoir roulé pendant environ 5 minutes, le conducteur du taxi avait embarqué un nouveau passé qui était aussi monté à l'arrière du véhicule. Seka s'était ainsi retrouvée en sandwich entre 2 inconnus. Il y avait toutefois une très bonne ambiance dans le taxi, surtout que le conducteur entretenait ses clients avec de très bonnes blagues. 15 minutes s'étaient écoulées depuis que Seka avait pris place à bord de ce taxi. Subitement le passager assis à gauche de Seka lui saisit les bras, se pencha et l'immobilisa contre le siège. Seka toute paniquée essaya de crier et d'implorer l'assistance du chauffeur. Alors que celui-ci continuait de conduire comme si rien ne se passait, le passager assis à la droite de Seka sortit un bout de serviette d'une boîte et le déposa sur la face de Seka. Elle perdit connaissance et se réveilla plusieurs heures plus tard, à l'arrière d'un camion de sable. Le camion, à moitié plein de sable, était sur l'autoroute et roulait à toute allure. Seka n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, ni de l'endroit où on la conduisait. Son instinct lui demandait de se sauver mais elle ne pouvait sauter d'une auto qui roulait à vive allure. Alors qu'elle réfléchissait sur la façon de s'en sortir, elle réalisa qu'elle était maintenue attachée à 2 autres jeunes femmes et qui étaient en pleurs. Seka s'attela à consoler les 2 femmes, à les calmer et à leur remonter le moral. Elle leur demanda de demeurer en prière et d'avoir la foi que rien de mauvais n'allait leur arriver. Au bout de quelques heures, le camion quitta l'autoroute et bifurqua dans un petit chemin qui passait à travers des plantations de palmiers à huile. Finalement, après environ 45 minutes sur ce chemin champêtre, le conducteur du camion immobilisa le véhicule devant une espèce de cabane visiblement abandonnée. Des hommes firent descendre Seka et les 2 autres femmes du camion et elles furent conduites à l'intérieur de la cabane et placées au centre d'une pièce, à l'intérieur d'un cercle de bougies allumées. Le cœur de Seka était prêt à lâcher. Un second groupe d'hommes tout de rouge vêtus vint les chercher et les conduisirent à l'arrière de la cabane. Là-bas, les 3 femmes furent mises à nu et on leur rasa à toutes, tous les poils du corps, de la tête aux orteils. Ensuite on les amena devant un monsieur qui par son accoutrement était visiblement le grand prêtre des lieux. Le grand prêtre examina rapidement chacune des 3 femmes. La première avait la peau décapée par des produits éclaircissants et ceci mit le grand prêtre hors de lui. Il rappela à ces hommes qu'il avait besoin de la bonne matière et non de n'importe quoi. Une fille décapée n'était pas indiquée pour le niveau du rituel qui se préparait. Il demanda à son équipe d'effacer la fille. Celle-ci fut conduite hors de la pièce par un des gardes du prêtre. On entendit un coup de feu et le garde revint seul dans la cabane. Alors que Seka était en pleurs, le prêtre continua son examen. La deuxième fille était excellente. Le prêtre en fut ravi et demanda qu'elle fût rhabillée et conduite dans la pièce d'attente. Lorsque le prêtre examina Seka, il se sortit à nouveau de ses gonds. Il avait besoin d'une femme vierge pour son second rituel. Or il était clair évident que Seka avait déjà enfanté et ceci rendait ses organes inutilisables. Il demanda que Seka soit effacée. Un garde la conduisit hors de la cabane et la plaça au bord d'une fosse dans laquelle il y avait plusieurs corps. Seka se mit à prier à haute voix. Elle appelait son Dieu à son secours et demandait un miracle. Pour mieux se faire comprendre, elle priait dans la langue parlée dans son village. Alors qu'elle récitait des cantiques dans son dialecte en suppliant le Seigneur de penser à ses 2 enfants pour qui elle était à la fois maman et papa, elle remarqua que ceci semblait perturber son bourreau. Celui-ci qui avait déjà levé la main pour l'abattre arrêta son mouvement. Il était clair qu'il comprenait ce que disait Seka. Il demanda à Seka si elle était de Aougnefutu et celle-ci acquiesça de la tête les yeux pleins de larmes. Elle ouvrit ensuite la bouche et donna même le nom de son quartier de naissance à Aougnefutu et son bourreau réalisa qu'il avait peut-être affaire à une de ses cousines puisqu'il était issu du même quartier. Il demanda ensuite à Seka de courir de toutes ses forces. Alors que Seka s'était mise à courir, elle entendit un coup de feu.
Elle était surprise d'être toujours en vie et se retourna pour voir son bourreau qui retournait vers la cabane. Elle comprit que son bourreau avait décidé de lui accorder quelques moments de vie supplémentaires. En fait, il avait tiré en l'air pour faire diversion et était rentré dans la cabane. Seka n'arrêta pas de courir. Ses pieds saignaient légèrement à cause des épines et des débris de palmiste qu'elle avait dû piétiner. Elle ne ressentait toutefois aucune douleur, concentrée comme elle l'était, à sauver sa tête. Elle ne savait pas où elle était ni dans quelle direction elle partait. Seul son instinct de survie la guidait. Après plusieurs jours de marche à travers la forêt, Seka arriva dans une communauté qui ressemblait plus à un grand village. La joie l'emporta au point où elle faillit perdre connaissance. Seka était contente de pouvoir enfin demander de l'aide. Elle évita toutefois d'aller frapper à des portes de peur de tomber sur d'autres ritualistes. Son plan était donc de demander de l'aide dans la rue au vu et au su de tous. Malheureusement, tout le monde l'évitait. Alors qu'elle se demandait pourquoi tout le monde refusait sa sollicitation et ne voulait pas lui parler, elle se rappela qu'elle était sale, toute nue et était perçue comme une folle. Finalement, certaines personnes l'arrêtèrent de force et couvrirent sa nudité. Elle profita pour les rassurer qu'elle n'était pas folle et qu'elle avait échappé à une tentative d'assassinat. Elle put par la suite avoir une douche et recevoir un bon repas et de l'eau potable. Tard ce soir-là, Seka réalisa qu'elle était à nouveau dans le village où le mari de sa copine avait été enterré quelques jours plus tôt et d'où elle était partie pour la capitale afin de retrouver ses enfants. Le lendemain, elle se rendit dans le domicile familial de sa copine afin de lui raconter sa mésaventure et demander de l'argent pour retourner à la capitale. Malheureusement, son amie était déjà retournée à la capitale et elle trouva uniquement ses belles-sœurs. Dès que Seka raconta son histoire, l'une des belles-sœurs de son amie se mit à crier « Tu as tué le mari de ta copine et maintenant ça te torture ». Elle soutenait que le rituel de l'enterrement était infaillible dans leur village et que c'est ce rituel qui affectait Seka. Elle raconta que le grand sorcier du village avait pendant le rituel de l'enterrement, donné 2 semaines maximum à la personne qui avait causé la mort de leur frère. La personne devait passer d'abord par la folie avant de périr d'une mort violente. Il était donc clair pour la famille du défunt que Seka n'avait jamais quitté le village après l'enterrement et que toute son histoire se déroulait dans sa tête à cause de sa folie. Seka finalement était allé rencontrer le pasteur du village pour demander de l'aide et avait réussi à retourner à la capitale rejoindre ses enfants. Elle est toujours traumatisée par ce qu'elle a vécu dans le taxi et dans la cabane des ritualistes. Elle est surtout traumatisée par le fait que sa copine ait pu croire aux histoires venues du village et l'accusant d'avoir tué son mari et d'être devenue folle. Mais au-delà de tout, elle rend grâce à Dieu qui l'a sortie du piège des ritualistes, tout en pensant aux autres filles qui n'avaient pas eu la même chance que elle. Que t'inspire cette histoire ? Comment penses-tu qu'il faut agir pour se protéger de ce genre de taxi dans nos pays ? Pourquoi est-on toujours prompt à accepter toutes les accusations mystiques qu'on porte sur notre entourage ? Laissez-nous vos commentaires et surtout likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est encore le cas.